Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous voir nombreux et nombreuses aujourd'hui parmi nous dans votre rendez-vous bimensuel, les webinaires du risque. Nous sommes très heureux d'accueillir aujourd'hui chaleureusement deux personnalités du domaine de la sécurité civile, un domaine qui m'est très cher. Je me présente Manel Jemel, je suis la directrice des partenariats au réseau risque. Je tiens tout d'abord à remercier ma collègue Valérie, si présente, pour avoir coordonné toutes les activités des webinaires. Donc, dans le cadre de nos webinaires, aujourd'hui, on accueille M. Donald Fortin et M. Sylvain Dufresne. Donc, je vais prendre un petit moment pour les présenter brièvement leur biographie, puis ensuite, je vais leur donner la parole pour présenter le contenu du webinaire d'aujourd'hui. Donc, M. Fortin comporte plus de 25 ans d'expérience en sécurité civile dans ses fonctions actuelles au service de sécurité incendie de l'agglomération de Longueuil. Il est là depuis 2016. Il assume la responsabilité des dossiers en matière de sécurité civile pour l'agglomération de Longueuil en collégialité avec les villes liées. Il est aussi, entre autres, coordonnateur de comité mixte municipal industriel, titulaire d'une maîtrise en aménagement du territoire et en développement régional de l'Université de Laval et d'un baccalauréat en urbanisme de l'Université du Québec à Montréal, de l'UQAM. Donc, il enseigne la sécurité civile à titre de chargé de cours à l'UQAM au programme de DESS. Salut Yannick, en résilience, risque et catastrophe au programme cours du deuxième cycle en résilience, risque et catastrophe et aussi à l'École de Polytechnique de Montréal au certificat du premier cycle en gestion des opérations d'urgence en sécurité incendie et au micro-programme du premier cycle en gestion de la sécurité civile d'urgence majeure. Wow, félicitations. Donc, notre deuxième invité, c'est M. Sylvain Dufresne. M. Dufresne, il est directeur incendie et coordonnateur municipal de la sécurité civile de la ville de Terrebonne. Il œuvre dans le secteur municipal depuis plus de 32 ans. Il a coordonné plusieurs interventions lors de sinistres majeurs au Québec au cours de ces 15 dernières années. Plus spécifiquement, il a mis en œuvre des actions en matière de prévention, de préparation et aussi en intervention lors des périodes de crues printanières et de blocage dus au Frésil. Je suis très heureuse de les accueillir. Je veux aussi faire un petit coucou à mes deux amies, Sonia Collard et puis Marie-Josée Lavigne. Très heureuse d'accueillir les amis de l'Association de la sécurité civile, dans laquelle je suis aussi membre. Et puis, on est très heureux de partager avec vous ce webinaire. Bonne écoute. À vous la parole, monsieur. Merci beaucoup de cette présentation. Premièrement, merci de l'invitation au réseau Inondation intersectorielle du Québec de faire cette présentation-là. Sylvain, d'un commun accord, je pense qu'on a convenu que j'allais débuter la présentation avec des enjeux qui concernent davantage la situation qui me concerne. Donc, ce que je vais faire dans un premier temps, et je vais partager mon écran, vous me direz si tout fonctionne, bien évidemment. Moi, je vous propose environ pour les 20 prochaines minutes une présentation sommaire qui concerne l'ALIA inondation en zone urbaine plus précisément. Donc, c'est le titre de ma conférence pour une vingtaine de minutes. J'espère pas trop dépasser, mais on va y aller de ce pas. Juste un petit contexte. Dans un premier temps, pour ceux qui ne me connaissent pas ou qui ne connaissent peut-être pas la situation géographique de l'agglomération de Longueuil. Donc, on a Montréal, bien évidemment, et nous sommes la rive sud de Montréal. Et ce qui vous a été mentionné tout à l'heure, moi, je fais partie du service de sécurité incendie de l'agglomération de Longueuil. Et l'agglomération de Longueuil, c'est ce territoire-ci. Donc, l'agglomération de Longueuil comporte 5 villes, donc Boucherville, Longueuil, Saint-Lambert, Brossard et Saint-Bruno de Montarville. Et en matière de compétences d'agglomération en sécurité civile, c'est dévolé au service de sécurité incendie, particulièrement à ma division qui s'occupe des 4 dimensions de la sécurité civile, bien évidemment en soutien aux 4 villes. Pour ceux qui connaissent bien la sécurité civile, en tout cas dans le contexte chez nous, relève de chacune de ces municipalités. ALIA inondation, bien évidemment, le contexte, comme vous pouvez le constater, touche le long du fleuve Saint-Laurent, particulièrement les municipalités de Saint-Lambert, Longueuil et Boucherville. Mais qu'en est-il? Avant de parler d'inondation, il faut absolument faire référence, bien évidemment, à 2 événements historiques
qui a touché pratiquement la moitié du Québec en 2017 et en 2019. En tout cas, les municipalités le long des cours d'eau principaux touchés par des inondations historiques. Donc, si je prends deux références là, statistiques, en 2017, on parlait d'à peu près 5 400 résidences, 261 municipalités touchées. Et le copier-coller 2 ans plus tard d'une situation encore plus importante, on parle en 2019 de 310 municipalités qui ont été touchées. Je ne peux pas faire autrement de vous mentionner ces deux phénomènes historiques pour vous souligner que Longueuil, Boucherville et Saint-Lambert n'ont pas été inondés lors de ces situations-là. C'est toujours particulier quand un nombre aussi important de municipalités sont touchées par des inondations historiques et de mentionner que nous n'avons pas été touchés par ce phénomène-là. Quand nos voisins, Montréal, ont été extrêmement touchés, je vois Pascal qui, à l'époque, était même impliqué à Laval et sans compter toutes les municipalités en amont le long de l'Outaouais et même de l'archipel de Montréal jusqu'à très loin au niveau du fleuve Saint-Laurent pour couvrir un territoire très important en matière là, de conséquences là, des inondations. Mais pourquoi? Pourquoi nous, on y échappe? Et pourtant, on est riverain du fleuve Saint-Laurent. Il faut que je vous mentionne deux informations super importantes qui ont un impact directement, qui nous protègent des conséquences graves associées à ce phénomène-là. C'est grâce à la commission mixte internationale. Je ne suis pas un spécialiste de cette commission-là, ni du plan 2014, mais ce que je sais, c'est qu'il y a des modalités qui sont prévues entre le Québec, l'Ontario et les États-Unis pour gérer l'ensemble des cours d'eau des Grands Lacs vers le fleuve Saint-Laurent et ses apports. Donc, il y a des experts d'ailleurs du gouvernement du Québec qui font partie de cette table-là de la Commission mixte internationale. Et l'élément particulier qui fait en sorte qu'on s'en sauve peut-être, c'est le fameux niveau de référence qui a été établi à la station hydrologique là, Lac-Saint-Louis à Montréal. Et comme vous pouvez le voir ici, j'ai pris une petite capture des lectures hier. La petite ligne grise, c'est les lectures historiques. C'est les lectures historiques qui ont été prises à cette station-là particulièrement. Puis comme vous pouvez le constater, là, ici, on est à 23 mètres. Puis en effet, quand on regarde, là, on est à peu près dans les eaux du niveau de référence. Donc, le système de gestion des barrages en amont permet de prendre ce niveau de référence-là et, ce faisant, puisque c'est juste en amont de nos territoires sur le fleuve Saint-Laurent, c'est à peu près le niveau maximal qui risque de nous atteindre dans le coin de Longueuil, donc Saint-Lambert-Longueuil et Boucherville. Si on regarde la situation géographique de la localisation de cette station-là, c'est grâce à cette station et à son niveau de référence que nous sommes préservés des conséquences telles qu'il y a eu en 2017 et en 2019. Maintenant, si on regarde la situation en général avec le flux des cours d'eau, ici, l'ensemble des débits qui se retrouvent en direction du Sorel, c'est la combinaison, bien évidemment, de la rivière des Outaouais et du fleuve Saint-Laurent. Alors, il y a des vases communicants qui existent là, entre les divers réseaux d'eau que je ne maîtrise pas et qui ne font pas l'objet de ma présentation. Mais puisque la station de référence ici permet justement de réguler davantage les niveaux d'eau qui touchent le secteur de l'agglomération de Longueuil, fait en sorte que le fameux plan 2014 a un effet directement sur la gestion, entre autres, du barrage à Cornwall qu'on appelle Moses Sanders. Donc, ce qu'il faut retenir ici, c'est que lorsqu'il y a des inondations historiques avec des crues printanières historiques telles qu'on l'a vécu en 2017, l'effet que ça a, c'est que durant que la crue de l'Outaouais descend et entreprend les divers vases communicants de l'archipel, il y a des opérations là, de retenue au niveau du barrage Moses Sanders pour éviter une augmentation des débits du fleuve et un effet au seuil critique du niveau de référence de cette station-là, ce qui fait en sorte qu'on est épargné lors des inondations historiques. Et oui, c'est pour cette raison qu'en 2017-2019, nous ne sommes pas dans les statistiques des municipalités touchées lors des inondations. Alors, je vous entends tous, mais qu'est-ce que Donald Fortin, tu fais là aujourd'hui à nous présenter un aléa dont tu ne
pas de conséquences. Et je vous avouerai que c'est un petit peu le point de départ de mon message que je veux vous livrer aujourd'hui, parce qu'avant, et oui, je mentionnais haut et fort, je le clame parfois, mais nous ne sommes pas à risque d'inondation. C'est un aléa que nous ne considérons pas. Mais quand même, il y a des inondations sur notre territoire. Puis ça fait appel à davantage un aléa qui peut se caractériser par des refoulements d'égouts, par du ruissellement, par... on a même un risque, d'ailleurs, si jamais il y avait les ouvrages de retenue, entre autres, au parc de la CEPAC de Saint-Bruno, qui pourrait avoir un effet aussi s'il y avait rupture vers la ville de Saint-Bruno. Mais je vous montre un exemple de phénomène qu'on a vécu assez extraordinaire. C'est en 2022, en septembre dernier, où le territoire a été touché par une crue subite, pas une crue subite, mais des pluies abondantes. On a reçu entre 17h et 17h30 à peu près 70 mm d'eau d'un seul coup. Ce 70 mm d'eau-là, j'ouvre une parenthèse, ne nous a jamais été communiqué par les prévisionnistes météorologiques. Donc, on est branché, bien évidemment, avec Environnement Canada et des spécialistes prévisionnistes. Donc, ça a échappé là, à l'ensemble de cette prévision-là. Et on a eu la grande surprise d'avoir des effets vraiment importants sur notre territoire à ce moment. Ici, en termes d'effets, puis revenons sur ce phénomène-là qu'on a vécu, je vous présente rapidement que on a mis en œuvre ce qu'on appelle, nous, une CCO. C'est une cellule de coordination opérationnelle. Oups, c'est mon cellulaire qui sonne. Appelez dans une heure, j'espère que ce n'est pas une urgence. On a mis en œuvre une cellule de coordination opérationnelle. J'ouvre une parenthèse. Bien évidemment, quand on a un phénomène tel que des pluies diluviennes comme ceci, que ce soit des vents violents comme on a malheureusement de plus en plus là, sur notre territoire, ou tout autre type d'aléa potentiel, on a bien évidemment un plan municipal de sécurité civile. Je vous dis qu'on a même 5 plans municipaux de sécurité civile à l'agglomération de Longueuil. Et rapidement, ces plans-là s'activent très rapidement. Et on a bien évidemment cette planification tout risque, accompagné de divers plans particuliers d'intervention. On a des plans particuliers d'intervention qui couvrent d'ailleurs les phénomènes extrêmes estivales comme hivernaux. Donc, ça fait partie aussi des aléas qu'on considère. Mais dans ce cas-ci et dans tous les cas, on a ajouté des modalités de coordination rapides qu'on appelle cellules de coordination opérationnelle. Je voulais juste vous souligner parce que je vous rappelle qu'on a eu cette espèce de nuage porteur de beaucoup d'eau entre 17h et 17h30. Et à 18h, on faisait une cellule de coordination opérationnelle excusez-moi, à 19h pour être en mesure de bien coordonner l'ensemble des intervenants. À cette cellule de coordination opérationnelle, là, il y avait la direction générale adjointe, les travaux publics, le service de sécurité incendie, le service de police, le service 911, le service 311, les communications, la gestion des eaux, le génie et le loisir. Donc, on commence à toucher pas mal aux divers secteurs municipaux impliqués pour ce type d'aléa-là. Rapidement, puis là, on a copié-collé, dans le fond, là, le rapport d'événement qui a été produit suite à cette réunion de coordination-là. Ça peut vous donner une envergure un peu. Là, je vous rappelle, il est 19h. Le phénomène est arrivé à 17h, 17h30, et on avait déjà 2622 appels qui transitaient par les systèmes téléphoniques de la ville. On avait à ce moment-là 175 appels qui avaient été reçus par le 911 en attente de traitement selon le protocole qu'on appelle, nous autres, le P41. Dans le fond, lorsqu'il y a une intervention du service incendie, il y a des protocoles pour s'assurer d'une force de frappe en cas d'incendie, mais quand il y a des événements météorologiques de ce genre-là, on assure la sécurité incendie sur le territoire, mais on traite également les demandes de citoyens selon un protocole qu'on appelle le P41 pour aller soutenir les citoyens. On avait 175 appels en attente pour aller soutenir les citoyens. Toutes les casernes ont été impliquées et je vous dirais que cet événement-là a mobilisé bien évidemment les travaux publics, entre autres de Longueuil et de Saint-Lambert, parce que ce sont principalement ces villes-là qui ont été touchées par ce phénomène-là et l'ensemble des intervenants, comme je vous disais, pour être en mesure d'intervenir adéquatement. Et
pour la petite histoire, c'est la cellule de coordination opérationnelle qui recommande l'activation du plan municipal de sécurité civile. Dans ce cas-ci, nous ne l'avons pas activé. La coordination s'est effectuée sous l'égide de cette cellule de coordination opérationnelle. Et rapidement, même nos élus, ma mairesse, a pu émettre un message rapide pour communiquer aux citoyens la situation qui prévalait sur notre territoire. Donc, la boucle était bouclée en termes d'intervention, autant pour les prises d'appel, le signalement, le traitement du soutien auprès des citoyens qui étaient sinistrés et la communication vers la population. Ici, j'ai sorti la petite carte des localisations géographiques des différents appels qui étaient sur ce qu'on appelle, nous, au 911 pour le service incendie, le rouleau. Donc, l'ensemble des interventions à réaliser auprès des citoyens sinistrés. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment concentré dans le secteur nord-ouest du territoire, donc beaucoup à Longueuil et à Saint-Lambert. Mais sachez que pour cet aléa particulier qui interpelle beaucoup la capacité du réseau d'égouts, des eaux usées de prendre toute cette charge d'eau-là, on a cartographié les vulnérabilités de nos différents réseaux et nos différents secteurs sur le territoire. Et sachez que nos territoires les plus à risque ne sont surtout pas dans ces secteurs-là, sont ailleurs au niveau du territoire. Mais de par la quantité d'eau, ce fut incroyable et on a dû, bien évidemment, intervenir directement auprès des citoyens. Et là, imaginez-vous le nombre de citoyens qui ont eu des refoulements d'égouts dans ce genre de phénomène-là, ce fut quand même assez incroyable. J'arrive rapidement à la gestion du risque concernant cet aléa-là. Je vous dirais que en termes de préparation, on est quand même bien desservi par notre plan municipal tout risque et les plans particuliers d'intervention, et ce, même avec les 5 villes de l'agglomération de Longueuil. La réponse est rapide. On a même ajouté cette cellule de coordination-là opérationnelle pour s'assurer de regrouper rapidement les différents intervenants pour prendre des décisions adéquates et communiquer l'information auprès des autorités. Au niveau de la prévention, il y a beaucoup d'efforts qui ont été mis par le passé, entre autres pour renforcer les réseaux d'égouts, pour mettre en place des bassins de captation, pour éviter où il y avait des secteurs davantage vulnérables, des refoulements d'égouts. Beaucoup de gestion des cours d'eau intérieurs pour être en mesure de prendre les charges d'eau, prendre les différents couverts de neige combinés à des pluies pour s'assurer d'un écoulement adéquat. Mais malgré tout, comme je vous le disais d'entrée de jeu, nous ne sommes pas à risque d'inondation. Je pense qu'on l'est davantage à partir de maintenant. Et on doit adresser encore plus sérieusement l'aléa de ce type-là, puisque la nature nous amène à penser que la force des phénomènes et leur récurrence risquent d'augmenter avec le temps. Les pluies que nous avons eues étaient considérées comme des pluies centenaires. Donc, puis on s'entend-tu que quand on regarde des phénomènes qu'on a vécus, si je reporte un peu, par exemple, les inondations que nous avons vécues sur la rivière Richelieu en 2011, les phénomènes au Québec en 2017-2019, moi, je pense que les récurrences centenaires ont de la misère à tenir en ce moment. Donc, d'un point de vue maintenant d'aléas, d'inondations ayant des conséquences sur des infrastructures urbaines, on n'y échappe pas et on n'y échappera pas non plus. En termes de prévention, beaucoup de travaux qui interpellent plusieurs services, donc le service du génie dans la conception des réseaux, etc., les travaux publics, mais énormément d'efforts sur les différents systèmes. La gestion des eaux est très impliquée. Et je vous dirais que ça dépasse même les services techniques entourant ces modalités-là. Maintenant, les services d'urbanisme sont davantage impliqués, les services des communications, et ça m'amène à vous présenter ça. Suite aux événements que nous avons vécus, il y a même de la sensibilisation auprès des citoyens.
qui a été réalisé. Il y a des rencontres publiques qui ont été tenues pour informer davantage des citoyens de l'importance de respecter la réglementation, entre autres d'avoir des clapets anti-refoulement, parce qu'il y a beaucoup de résidences qui n'en ont pas. Je ne pourrais pas tirer la pierre auprès de certains citoyens. Je suis citoyen de Saint-Hubert, je n'en ai pas. Il y a également des aménagements au pourtour des maisons à mieux adapter pour assurer d'éviter un ruissellement à l'intérieur. Donc, les pentes, s'assurer là, que le dégagement des eaux là, par les gouttières s'éloigne davantage. Donc, toutes des modalités et des mesures comme ça qui, on croit que les citoyens assument ce genre d'éléments-là, mais force est de constater, là, suite aux différentes analyses que nous avons effectuées, il y a encore beaucoup de travail de sensibilisation à faire à cet effet. Donc, les rencontres furent tenues et on doit communiquer d'ailleurs davantage de risques. Donc, en conclusion, c'est le phénomène, c'est l'aléa sur lequel on est principalement touché en ce moment. L'avenir nous dira en termes de changement climatique, en termes de conséquences plus graves, intensité soutenue et même probabilité d'occurrence plus grande, comment on devra conjuguer avec cet événement-là. Mais l'hypothèse de départ que je vous émettais aujourd'hui, c'est que nous ne sommes pas à risque d'inondation. Eh bien, le discours change en ce moment. Maintenant, on considère davantage cet aléa-là. Et dans l'échelle, dans la gestion de risque, lorsqu'on fait une évaluation là, pour qualifier les différents aléas en termes d'importance, celui-ci désormais vient prendre une place encore plus importante. Alors, voilà, c'est ce qui me fait un petit peu au message que je voulais vous passer. Donc, en termes d'inondation, vous avez devant vous une organisation qui n'était pas à risque d'inondation, mais ça change de plus en plus et on doit considérer même le futur comme un aléa là, qui risque d'augmenter. Alors, imaginons les municipalités qui le sont davantage. J'imagine que ça doit nécessiter une réflexion encore plus importante pour cet aléa-là. Je ne sais pas s'il y a des questions à ce moment-ci avant la présentation de Sylvain. Je pense que oui. Je ne sais pas s'il y en a qui souhaitent intervenir, ajouter une information, question, boxer une idée. Je vous écoute. Oui, on a déjà une question. Merci beaucoup, Donald, pour Je vais arrêter le partage. Oui. Donc, oui, vous pouvez poser votre question. Nectaria? Oui, bonjour. Je n'ai pas ma caméra d'activer, mais peu importe, je vais poser la question. Je suis conseillère scientifique spécialisée à l'Institut national de santé publique du Québec. Et on mène un projet sur les travailleuses impliqués lors de la gestion des inondations. Et on se posait des questions sur comment se fait la mobilisation et la coordination avec le réseau de santé et de services sociaux, les intervenants psychosociaux qui pourraient être appelés à soutenir la population ou même les directions de santé publique régionales. Est-ce que c'est fait à Longueuil? Est-ce qu'il y a déjà un système en place? Oui, absolument. Le système est basé même sur notre plan, sur le plan touriste. Là. Donc, toutes ces modalités-là de coordination, de lien avec les partenaires gouvernementaux, le lien avec l'Organisation régionale de sécurité civile, bien évidemment, tout est déjà bien établi. En termes d'inondation, je vous dirais qu'il y a peut-être davantage d'efforts à y mettre, mais pour des aléas qui sont davantage connus chez nous, prenons l'exemple pour les conditions estivales extrêmes, ne serait-ce que les chaleurs accablantes ou extrêmes, on est déjà très attaché avec l'ensemble des services de la santé publique. Mais dans ce temps-là, on fait référence davantage à ce qui est prévu dans l'alerte et la mobilisation de notre plan municipal tout risque. Qu'est-ce que ça répond à votre question? Oui, merci. Désolée du délai sur le microphone. J'avais une question de suivi, j'ai oublié de poser. Est-ce que la manière que c'est coordonné chez vous à Longueuil, c'est un peu la même chose dans d'autres municipalités, agglomérations? Le savez-vous? Je pose une question, mais vous ne le savez peut-être pas. Ailleurs. Oui, je peux vous répondre que nous, on applique les modalités qui sont prévues là, selon le système de sécurité civile québécois. Là. Donc, on applique là, le même vocable, la même structure de ce qui est prévu, qui normalement, si toutes les municipalités
se réfère au système qui est proposé d'ailleurs par le ministère de la Sécurité publique. On est basé sur les mêmes critères, sur les mêmes bases, sur les mêmes planifications de mission. Il y a une espèce de concordance qui devrait exister. Et j'assume, mais qui suis-je pour parler des autres municipalités, que tous ont les mêmes modèles et les mêmes modes opérationnels. Merci. Merci. Julie Maude, votre question? Bonjour, Julie Maude. Oui, bonjour Donald. Bonjour Sonia. J'espère que vous allez bien. Oui. Je voulais parler un peu de rétablissement. Dans la région de Montréal aussi, on a eu des inondations là, en lien avec des fortes pluies. Puis, dans certains arrondissements, ce que certaines organisations communautaires me confiaient, c'est qu'ils notent deux choses. C'est que parfois, les citoyens locataires n'ont pas nécessairement pu avoir leur logement dans le même état avec un risque de moisissure qu'ils avaient, et aussi qu'ils sentent que lorsqu'il y a de fortes pluies annoncées, qu'il y a un certain stress de la part de certains citoyens. Je me demandais si, mais c'est de l'anecdotique, c'est pas nécessairement documenté, je me demandais si de votre point de vue, si vous voyez ce genre de situation-là, s'il y a eu des équipes déployées, comment un peu ça s'est discuté, la notion de rétablissement après ces fortes pluies. C'est une bonne question. Je ne pourrais pas vous répondre exactement précisément. Dans ce temps-là, je ne suis pas tellement impliqué au niveau là, suivi de citoyens, mais c'est un enjeu là, qui a été rapidement là, été une préoccupation. Dans ce temps-là, c'est sûr qu'on va diffuser les bonnes pratiques, entre autres, là, quoi faire en cas d'inondation avec le nettoyage, etc. C'est des documents qu'on a partagés. Je sais que les équipes ont diffusé, parce qu'il y avait des liens sur les 2400 appels, c'est 2400 communications auprès de ces citoyens-là. Cette information-là a été diffusée. Maintenant, je ne pourrais pas répondre si tous ont eu l'information, l'ont lu l'information, ont appliqué les mesures. Mais entre vous et moi, c'est sûr et certain qu'il y a peut-être des cas, là, mais je ne les ai pas, je ne pourrais pas répondre précisément à cette question-là. Mais je sais que l'effort, en tout cas, a été mis pour communiquer l'information et l'importance de traiter ces bâtiments, entre autres, là, pour éviter là, la prolifération de moisissures et les conséquences qui s'en suivent. Merci beaucoup. Gilles? Pardon. Gilles Delaunay, je travaille à la direction de santé publique de l'Outaouais. Puis en fait, je voulais savoir par rapport aux soirées d'information pour les citoyens, est-ce que c'était... en fait, quelle formule vous avez utilisée? Est-ce que c'était plus des tables où est-ce que les citoyens vont se présenter ou c'était vraiment une présentation? Puis, je voulais savoir le niveau de participation des citoyens dans les quartiers touchés, mais sur le reste de l'agglomération de Longueuil également. La formule qui est employée, là, c'est des séances d'information publique. Il y en a eu 3 pour s'assurer d'avoir les différents secteurs. Et ce qui était prévu, c'est que les experts, donc, ils présentaient qu'est-ce qui a été fait comme travaux, parce qu'il y avait une préoccupation citoyenne de responsabilité municipale. Donc, il y avait des experts là, qui présentaient un peu c'est quoi la stratégie, c'est quoi le réseau, quelles sont les vulnérabilités, c'est quoi la contribution aussi citoyenne pour éviter ce genre de conséquences-là. Et également, là, il y avait la possibilité de poser des questions. Pour s'assurer bien évidemment de prendre de prendre en compte là, ces préoccupations. Je n'étais pas aux séances de consultation. C'est une bonne question. Je ne pourrais pas dire le taux de participation de ces séances-là. Malheureusement, je n'ai pas cette information. Mais c'est la formule qui a été mise en place. Donc, et de plus en plus, c'est utilisé. Là, je vais parler davantage pour la ville de Longueuil. Donc, les consultations citoyennes font maintenant partie du quotidien. Je vais vous donner un exemple, comme là, il y a des enjeux là, sur la réglementation là, pour les feux de foyer extérieurs. Bon, mais les citoyens sont consultés systématiquement et c'est dans cet esprit-là là, que ces consultations-là ont été mises en place. C'était surtout pour sensibiliser les citoyens à bien respecter la réglementation de protection, dont les clapets anti-retour et la configuration pour éviter justement le ruissellement là, alentour des maisons. Merci beaucoup. Merci. J'espère que ça répond à la question. On finit par Sébastien Tremplier. Dernière question pour ensuite enchaîner avec la présentation. Oui, bonjour. Moi, je travaille en sécurité civile pour le réseau de la santé montréalais, mais j'avais une question pour Donald Fortin, qui se souvient peut-être un petit peu de moi. Ben oui. C'est une question organisationnelle.
qui pose sur la prévention. Il a été mentionné qu'il y avait un travail de sensibilisation qui était fait auprès des citoyens, des aménagements futurs qui sont pensés, plus ou moins réfléchis aujourd'hui, maintenant. Est-ce que c'est vous, la sécurité civile à Longueuil, qui coordonnez ou qui allez coordonner toutes ces actions de prévention en matière à la fois de sensibilisation des citoyens, d'aménagement de leur terrain, d'aménagement du territoire, de manière de faire, de concevoir? Est-ce que ça va être dans votre cours, si je puis dire? Dans notre cours, c'est de s'assurer, mais ceux qui vont assurer de faire ces travaux-là, ce sont les services et directions qui sont intimement impliqués là, dans la matière. Je pense au service du génie, je pense aux travaux publics. Ça va être de leur responsabilité. Nous, puis c'est la vision que j'ai développée là, auprès de mon organisation, là. Ce sont vraiment les services responsables qui doivent développer les stratégies, les communiquer, les mettre en œuvre, etc. Mais en effet, on peut jouer un rôle là, de s'assurer, de prévoir ça dans les modalités de prévention, de préparation. Mais ce sont vraiment eux qui vont coordonner à la rigueur ce genre d'activité-là pour des citoyens en particulier selon leur propre domaine d'expertise. OK. C'est-à-dire que c'est pas. Le sens de ma question, c'est de savoir si vous coordonnez ces actions de prévention comme vous le faites en matière d'intervention, comme tu l'as expliqué plus tôt. C'est ça le sens de ma question. Ouais, parfois, oui. S'il n'y a rien de fait, on peut agir d'entremetteur pour mettre en place cette structure-là et modalité de coordination. Mais dès qu'elle est établie, souvent, on va s'en retirer. Julie Maud, un petit dossier qui nous intéressait récemment, ne serait-ce que les enjeux sociaux et communautaires, j'ai joué un rôle de mise en place d'une coordination lors de la pandémie. Et rapidement, l'organisation impliquée, c'était la Direction Culture, Loisirs, Développement social. Et en ce moment, ils ont le dossier et ils coordonnent cet élément-là. C'est dans ce même esprit-là qu'on envisage, bien évidemment, là, ce genre d'activité-là que tu proposes, Sébastien. Donc, souvent, on va jouer le rôle quand c'est pas structuré, mis en place, on va être le promoteur de cette mise en place-là, on va soutenir, mais une fois qu'elle est développée, c'est documenté et c'est appliqué dans les modalités là, opérationnelles dans le régulier. Je comprends. Merci. Merci beaucoup. Merci Donald. Excellente présentation. On va passer à la deuxième partie de notre présentation et non la moindre. Sylvain, tu peux partager avec nous la présentation concernant les inondations par Fragile. Merci premièrement de l'invitation. Merci Donald pour l'excellente première partie. Tu nous as emmené, je pense, au groupe une vision des risques d'inondation qu'on oublie à l'occasion. Je trouve ça intéressant parce que vous allez voir, je vais compléter Donald avec d'autres particularités de vision des inondations, parce qu'on a souvent, comme Donald disait si bien, les crues printanières 2017 et 2019 en images, mais il y a beaucoup d'autres types d'inondations sur notre territoire québécois, puis je pense qu'il faut s'y attarder. Je vais partager mon écran, juste me confirmer que ça fonctionne bien. Étant un peu plus habitué en Teams qu'en Zoom, je pense que ça fonctionne. Une seule image, allez, ça va? Parfait, merci. Donc, je vais vous emmener un volet de l'inondation par fragile, comme le réseau vient de nous souligner, et un peu comment on travaille à la ville de Terrebonne à ce niveau-là. Pour situer Terrebonne, vu qu'on est des gens de la grandeur du Québec, bien, on est le voisin rive complètement opposée de Donald. Donc, vous traversez Montréal, vous traversez donc deux ponts. Moi, Donald, on traverse deux ponts pour se voir de temps en temps. Étant natif de Longueuil, je connais bien Longueuil. Maintenant, je suis exproprié, comme on dit, sur la Rive-Nord. Terrebonne est une ville, la 10e plus grande ville au Québec, à l'est de la ville de Laval. Contrairement à Donald, nous, on n'est pas traversé par le fleuve. On est impacté par le fleuve, la rivière des Outaouais, comme Donald l'a si bien expliqué. Fait que je n'irai pas en détail là-dessus, là, c'était l'idée aussi. Nous, la rivière des Outaouais, vous avez vu le fleuve tantôt, on des impacts sur la rivière des Mille-Îles. Donc, nous, on travaille beaucoup avec la rivière des Mille-Îles, qui va aussi rejoindre le fleuve, mais qui va nous impacter sur notre territoire. Un peu l'historique de l'inondation de la rivière des Mille-Îles. Bien, premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est que notre historique est principalement dû aux fragiles. Contrairement toutefois à Donald, moi, je ne peux pas dire que je n'ai pas été impacté par la crue printanière de 2017 et 2019. On fait partie des statistiques que vous avez vues. Cependant, pour nous, ça demeure des événements qui ont été toutefois mineurs, contrairement
à la ville de Laval, avec qui on collabore beaucoup pour la rivière des Mille-Îles, où qui ont été frappés beaucoup plus durement. Donald l'a expliqué tantôt, on n'est pas ni un ni l'autre des spécialistes de barrages, mais les barrages nous aident autant que Donald du côté de Longueuil pour contrôler la crue printanière. Donc, pour vous situer en crue printanière 2017-2019, on est intervenu, oui, on a connu nos crues historiques, ce qui nous donne un aperçu des impacts sur notre territoire. Cependant, nous, dans notre cas, on parle de 5 à 7 résidences affectées en crue printanière, autant celles de 2017 que 2019. Donc, ce n'est pas une intervention de grande ampleur par rapport à d'autres crues printanières qu'on a pu voir, exemple, à Montréal ou Laval. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas les mêmes enjeux, mais toutefois, ces enjeux-là viennent nous indiquer où est-ce qu'on déborderait si on ne travaillerait pas bien notre fragile à Terrebonne. Et c'est de là que l'expérience de 2017-2019 est quand même importante pour nous. Donc, le fragile, pour ceux, on vous a mis une petite définition pour ceux qui connaissent moins. Dans le fond, c'est des cristaux qui se forment par très, très, très grand froid. Évidemment, j'ai une bonne nouvelle cette année, je n'ai pas connu de fragile d'ampleur à Terrebonne cette année, puisqu'on a eu un hiver, ce qu'on appelle relativement chaude. Donc, le fragile, souvent, pour qu'il se forme, comme on le voit, et qui nous crée des bouchons, souvent, on va connaître ça en Terrebonne entre le 15 janvier et le 15 février, donc dans la partie la plus froide de l'hiver, donc où on se ramasse avec plusieurs jours, avec souvent en bas de -20, en particulièrement la nuit. Donc, ça forme, on n'appelle pas ça un embâcle, moi j'appelle plus ça un bouchon. Parce que contrairement à un embâcle, ce n'est pas une cumulation de glace de surface qui se déplace, c'est carrément un bouchon qui se forme. Notre récurrence, elle est loin d'être aux 100 ans. Contrairement aux crues de 100 ans et 2017-2019. Notre dernière intervention de fragile ne date pas plus tard que l'hiver 2022, donc janvier 2022, le 22 janvier précisément. Je m'en souviens parce que c'était ma journée d'anniversaire. Fait qu'on ne l'oublie pas, hein, c'est notre gâteau de fête. On sort les éléments. Et comme vous voyez plus bas, là, entre 2009 et 2022, vous voyez une certaine récurrence. Hein? 2009, 2012, 2013, 2014, 3 ans consécutifs, 2017, 2018, 2019, petite pause 2020, 2021. On reprend 2022 et là, je vous confirme qu'on a une pause 2023. À ce date-ci, il n'y a plus aucun danger. D'ailleurs, notre rivière des Mille-Îles, tellement que ça a été un hiver chaud, pour vous situer, la rivière des Mille-Îles, elle est déjà débouchée, les glaces de surface sont déjà dégagées. Tout ce qui nous reste à surveiller, c'est la crue printanière, la fonte plus haut. Est-ce qu'elle aura un impact sur l'archipel de Montréal ou pas? On le verra dans les prochaines semaines. Mais pour nous, la période à risque de Terrebonne normale, elle est terminée. Qu'est-ce qui crée ça à Terrebonne? Nous, on travaille beaucoup en prévention, préparation. Un peu comme Donald, on a un plan municipal de sécurité civile, tourisme, qui nous permet de gérer très bien ce sinistre-là. Qu'est-ce qui nous amène principalement? D'ailleurs, on est en train de vouloir travailler beaucoup en prévention. On a travaillé beaucoup dans le premier cadre de prévention des sinistres avec le ministère de la Sécurité publique pour faire une analyse de notre rivière, pour voir qu'est-ce qui impacte justement la création de fragiles. Dans la première phase de nos études, on a remarqué rapidement, puis une des raisons qu'on intervient rapidement en période de fragile, c'était les risques pour notre usine d'épuration d'eau potable. Donc, si on a un débordement, notre usine était menacée et ça pouvait mettre en péril la distribution d'eau potable à Terrebonne. Et Mascouche, parce que notre usine dessert aussi le secteur de Mascouche. Donc, la première phase en prévention, ce qu'on a fait, c'est des travaux majeurs de 2 millions subventionnés en 50 par le gouvernement pour sécuriser notre usine de filtration s'il y avait un débordement et qu'on n'était pas capable de contrôler un fragile important ou une crue printanière qui serait encore plus élevée que ceux qu'on a connus. Maintenant, ce qu'on travaille en prévention, on est en train de travailler avec le programme PRAFI, que peut-être certains connaissent. On a des demandes de subventions dans le cadre du programme PRAFI. L'expérience des dernières années avec nos experts, là, je tiens à le dire, on travaille beaucoup avec Hydrométéo. Je pense qu'on a des gens d'Hydrométéo dans la présentation de ce midi. Je tiens à les saluer parce que c'est un très grand collaborateur.
vous voyez ici sur l'image ce qu'on appelle, nous, notre mur de roche, notre mur d'enrochement qui est à l'entrée de ce qu'on appelle, nous, notre brosse sud de la rivière des Mille-Îles. C'est ce mur-là qu'on intervient régulièrement avec l'amphibie pour aller casser le frasile et qui nous crée un secteur de frasile important. Donc, en ce moment, ce qu'on est en train de regarder dans le cadre du programme de Frasile, c'est est-ce que d'enlever ce mur d'enrochement-là viendrait diminuer la présence de frasile sur notre secteur? Évidemment, on veut regarder en amont et en aval les impacts aussi, parce qu'il faut aussi regarder l'impact sur notre prise d'eau de l'usine de filtration et aussi sur nos voisins, que ce soit Laval ou les subséquents. Est-ce qu'on pourrait créer une autre problématique plus loin sur la rivière des Mille-Îles? Donc, on a beaucoup de soucis de travailler en matière de prévention. Donc, ça, c'est un des éléments qu'on travaille à l'heure actuelle. Pour vous situer un peu au niveau de la ville de Terrebonne, vous voyez ici ce qu'on appelle l'île Saint-Jean. Et du côté nord, du côté sud, c'est Laval. Du côté nord, c'est Terrebonne. Donc, où est-ce que vous voyez le mur d'enrochement? C'est exactement notre problématique. C'est ici que ça se forme. Vous voyez une petite île qu'on appelle l'île Watford. C'est alentour de cette île-là que se forme beaucoup le frasile. Et évidemment, un peu plus loin, on a la prise d'eau et on a notre usine. Donc, c'est de l'autre côté que nos niveaux vont monter de façon significative, donc qui nous amène à être obligés de travailler sur ce mur-là. Donc, nous, on travaille beaucoup avec l'excavatrice d'amphibie. L'avantage que souvent vous allez entendre parler qu'on va appeler la grenouille. Nous, en préparation, on a pris un principe, quand je suis arrivé en 2018, on avait un enjeu de fourniture d'amphibies. C'est-à-dire, ce n'est pas facile à avoir, il n'y en a pas beaucoup au Québec. Donc, on avait eu beaucoup de bris aussi avec l'amphibie précédente. Ce qu'il faut savoir, c'est que le fabricant d'amphibies en Amérique est à Terrebonne. Donc, les amphibies qui sont un peu partout sur le territoire et même à travers la planète sont fabriqués à Terrebonne, ce qui est intéressant, sauf que le fabricant n'en opère pas d'amphibies. Dans l'historique, le fabricant venait nous aider pareil, mais à un certain moment donné, il a endommagé sa machinerie pour jusqu'à 150 000 $ en venant nous aider. Donc, puis, ce n'était pas toujours possible. Donc, nous, en 2019, un peu après que je sois arrivé, ce qu'on a fait, nous, on a une entente prioritaire avec notre fournisseur qui nous permet d'avoir une réservation prioritaire entre le 1er janvier et le 15 février de chaque année. Nous, on a une garantie du fournisseur qu'on a, dans un délai de 72 heures, l'amphibie sur la rivière des Mille-Îles à briser le frasile. Son utilité, évidemment, vous avez compris, vous avez vu le mur d'enrochement tantôt. Son rôle, c'est de venir faire le bouchon. Elle défait le frasile et on le voit de façon remarquable quand on intervient. Le niveau de la rivière, évidemment, baisse immédiatement et vient protéger nos infrastructures, autant notre usine de filtration que les 6, 7, 8 résidences qui pourraient se faire inonder qu'on a vu un peu tantôt. Donc, dans notre niveau de préparation, ça nous rassure, évidemment. Évidemment, dans notre préparation et prévention, on travaille beaucoup avec, je le disais tantôt, avec Hydrométéo, avec une belle collaboration de Laval. On a plusieurs sondes, on en a 6 qui nous appartiennent et on voit ceux de la ville de Laval et ceux de la ville de Laval voient les sondes de Terrebonne. C'est une entente bipartite qu'on s'est donnée. On travaille les deux avec, dans notre cas, avec la firme Hydrométéo qui nous permet de voir live, 24 heures par jour, le niveau de la rivière à plusieurs endroits. Évidemment, avec notre expérience, on a pu déterminer les seuils normaux, les seuils de veille, les seuils d'alerte, les seuils d'inondation. Vous voyez un exemple de graphique ici qui a été extrait le 13 décembre 2022. Le rouge, je vous rassure, c'est la température de l'eau. Le bleu, c'est le niveau de l'eau. Donc, nous, ça nous permet de suivre n'importe où ce que je suis au Québec, que je sois de chez nous, avec un accès Internet, je suis capable de voir le niveau de ma rivière en tout temps. Donc, on est capable de voir venir l'événement parce qu'on la connaît bien, travailler avec notre partenaire, ce qui nous permet que le délai de 72 heures, on est capable d'appeler l'amphibie au bon moment et de se déployer assez rapidement.
On a aussi rajouté avec les années, parce que c'est beau des sondes, ça peut être défectueux à l'occasion, mais c'est le fun de voir. Donc, on a aussi 3 caméras sur le territoire qui filment la bande riveraine. Là, évidemment, vous avez des images en été. Donc, on voit que le bras sud, pour nous, qu'on surveille énormément, comme vous voyez à l'image, me permet de voir qu'il est à l'eau claire. Est-ce qu'il est gelé? Est-ce que je commence à voir mon frasile? Donc, je suis capable de voir des images qui viennent, m'aider parce que je vois mes températures des prochains jours, je vois mes niveaux et je vois à quel point mon bras sud est bloqué ou pas. Donc, on en a 3 caméras sur le territoire qui, évidemment, peuvent nous servent aussi en crue printanière. Donc, nous servent à tout moment pour rencontrer différents enjeux. Ce qu'on a aussi rajouté en prévention et en préparation, puis je pense que Donald l'a bien expliqué, on n'a pas toujours les signes des pluies diluviennes. Puis ça, je suis content que Donald nous ait parlé de ça en prime abord. Nos infrastructures municipales ont des enjeux à faire face aux futurs changements climatiques. Donc, nous, en 2022, on a fait installer 3 stations météorologiques sur des toits des bâtiments municipaux. On va en faire installer jusqu'à 6 sur notre territoire parce que Terrebonne est très long, un peu comme Longueuil, là. On a un grand territoire à couvrir pour 2 raisons. Ça nous permet de suivre nos vraies températures sur le territoire de Terrebonne, comme vous voyez, nos taux d'humidité, nos vents. Avec les changements climatiques, ça peut être intéressant. Et aussi, on est capable de voir historiquement nos précipitations, autant en cours durant la journée, à l'année. Donc, ces sondes-là viennent nous aider aussi à notre surveillance. Encore là, avec notre collaborateur Hydrométéo qui surveille pour nous les tendances météo, les orages, les veilles de tornades, justement pour dire, écoutez, il va arriver, mettons, un 70 mm comme Longueuil a connu. On va avoir des signaux d'alerte provenant de plusieurs sources qui vont nous permettre, entre autres, d'activer notre plan municipal de sécurité civile, entre autres au niveau des stations de pompage, au niveau de la libération des réseaux. On peut penser en ce moment qu'on est en fonte printanière. Aujourd'hui, nous annonçons un 15 mm de pluie que je ne vois pas tomber à l'heure actuelle. Mais s'il m'a annoncé un 76 mm de pluie aujourd'hui, mon réseau est un peu plus bouché, malgré qu'on a commencé depuis une semaine. Comme Donald disait si bien, on travaille la prévention, la préparation avec nos autres directions. On a le même modèle de structure de sécurité civile assez similaire. On n'a pas 4 villes, nous, on en a une. C'est assez. Je laisse le défilé à Donald. Je dis toujours qu'il y a un beau plaisir. Hein? Mais nous, on a la même culture que Donald au niveau de la sécurité civile. On travaille vraiment avec nos partenaires. Fait que nous, entre autres, pour éviter qu'il y ait une pluie diluvienne qui peut arriver dans les prochains jours là, avec les changements climatiques, nos travaux publics sont en train, depuis 2 semaines, de dégager, même de souffler les ménodes au niveau du dégagement de neige, parce qu'on a eu un hiver, en tout cas, il y a plus de neige, Donald, à Terrebonne qu'à Longueuil, pour avoir été à Longueuil dernièrement. Donc, on a soufflé les artères où on a des enjeux pour justement prévenir une pluie importante. Ce qui est aussi intéressant de dire, puis on a un peu la même culture, hein, on se parle beaucoup, Longueuil et Terrebonne, on parle aussi beaucoup à nos confrères de Laval et d'autres villes comme Québec. On a un peu la même culture d'informer nos citoyens. Fait que nous, tout dernièrement, on a justement fait une soirée d'information citoyenne parce que nos citoyens sont très sensibles encore à la crue de 2017-2019. J'entendais parler tantôt des enjeux psychologiques. Même si nos gens n'ont pas été affectés à la hauteur de Laval, Sainte-Marthe-sur-le-Lac, Montréal, notre bande riveraine est inquiète des enjeux de la rivière des Mille-Îles parce qu'elle a quand même débordé, même si elle ne s'est pas rendue dans les résidences. Donc, on a fait en début d'année, justement, une soirée d'information citoyenne, un peu comme Donald expliquait, où ce qu'on a invité, nous, dans notre cas, dans notre démarche, on a invité les résidents qui sont dans la zone qu'on appelle la zone 10. La zone 10 qui avait été faite par le gouvernement, elle vient évidemment des 2 dernières crues. Donc, tous ceux qui avaient été affectés, même que ça soit minimal, avaient été invités. On a quand même eu près de 100 citoyens qui ont assisté à cette soirée d'information-là.
où ce qu'on voit qu'il y a encore beaucoup d'émotions, d'inquiétudes. Donc, la stratégie qu'on a expliquée, un peu la même démarche que plusieurs villes font, c'est qu'on est venu leur dire que la sécurité civile, ben, c'est une responsabilité partagée. Ça, c'est un des messages qu'on passe beaucoup à notre population à Terrebonne. Donc, on est venu leur rappeler les conseils, quoi faire justement en cas d'inondation. On remettait d'ailleurs un guide d'information. D'ailleurs, lors des crues printanières, on avait un dépliant pour dire aux gens comment revenir à la maison, quoi faire, etc., etc. Mais aussi, on les a rassurés un peu sur notre état de notre prévention qui est en cours au niveau de nos études, sur notre état de préparation, sur leur collaboration, sur comment on intervient. Donc, on pense aussi que c'est une belle solution avec les changements climatiques de travailler avec la population pour justement bien les faire participer à cet enjeu de changement climatique-là et d'inondation. Parce que je suis de la culture qui croit qu'on ne peut pas y arriver seul au niveau de la ville, que c'est une responsabilité partagée à tous les niveaux, du citoyen jusqu'au gouvernement du Québec, pour avoir eu l'expérience de travailler au COG 2017, parce que c'est pas un plaisir, là, entre guillemets, un plaisir de compréhension et d'expérience. J'ai eu la chance de travailler en 2017. Je pense que j'ai vu mon ami Gilles Degagné. J'ai été au COG en 2017 lors de la crue printanière de 2017. On voit qu'on a un climat difficile. On voit l'ampleur que ça peut prendre auprès de la population. On voit que nos ressources, autant municipales que provinciales, à un moment donné, peuvent avoir une limite. Il ne faut pas sous-estimer l'impact de nos citoyens, bien les équiper, bien les informer, mais aussi essayer de travailler beaucoup en prévention. Puis c'est un peu ce qu'on veut travailler. On a travaillé avec ça avec notre usine de filtration. Maintenant, on veut regarder l'impact. Est-ce qu'on peut faire une intervention? Et ceux qui sont connaissants vont savoir faire une intervention d'une rivière. Ce n'est pas le même matin qu'on va la faire, là. On est en première étude. On sait que ça peut prendre 4-5 ans avant qu'on aille défaire ce mur d'enrochement-là. Mais je pense qu'il faut les regarder avec nos citoyens, mais il faut aussi les préparer, les habituer à vivre avec les risques et surtout qui aménagent leur secteur. Puis faire du pouce un peu sur une certaine question qu'on a eue tantôt. On a la même approche que Donald. On travaille avec nos partenaires, nos zones inondables, l'urbanisme travaille. On travaille avec le génie pour justement bien gérer les risques sur le territoire de Terrebonne, autant lors de rénovation, construction, transformation, pour améliorer justement notre résilience, moi je dis toujours, face à ces changements-là qui nous composent. J'arrive à la période de questions, je vais départager. J'ai été un petit peu plus bref que mon confrère, je savais qu'il parlait beaucoup. Merci. Je ne sais pas si vous avez des questions. C'est très enrichissant, court, mais comme on dit en bon français, concise and precise. On était vraiment très précis dans la précision. Merci infiniment. Merci. On a reçu une question pendant la période de présentation dans le chat. Je vous invite aussi, si vous ne voulez pas intervenir par vidéo, vous pouvez aussi intervenir par le chat. Puis ensuite, on va passer aux 2 questions suivantes. Donc, la ville de Terrebonne a-t-elle analysé et documenté l'impact de la menace du fragile à court et à long terme? Et puis, quel autre impact aurait-elle sur les infrastructures municipales, par exemple sur l'approvisionnement en eau? Merci beaucoup. La question nous venait de Ernesto Rodriguez. Excellente question. En effet, c'est le travail qu'on fait depuis à peu près 3 ans. J'ai ma consoeur, Mme Lavigne, que je remercie d'ailleurs d'avoir préparé la présentation PowerPoint. On va lui donner le crédit. Ce n'est pas moi qui l'ai préparé. Moi, je parle. Marie-Josée, elle est nayée dans une tonne de papier, justement. C'est pour ça qu'on travaille avec la carte de prévention des sinistres, avec le PRAFI, pour justement compléter nos études. Je ne me souviens plus de l'université, Marie-Josée, je ne sais pas si ça m'a marqué dans le chat ou prendre le micro et nous le dire, là, avec qui on a travaillé dans la première phase. On a travaillé avec une université dans le cadre du cadre de prévention des sinistres. J'oublie le nom, l'université m'excusera. Au pire, Marie-Josée, si tu veux la mettre dans le chat, ça va nous aider. Justement, pour faire une analyse de risque. La première analyse de risque qui est ressortie dans la phase 1, comme je disais tantôt, c'était que ça menaçait d'inonder notre usine de filtration au point où ce qu'on aurait pu être capable de distribuer de l'eau potable sur le territoire. Alors, vous comprendrez que là, on tombait dans une pyramide d'événements. Donc, ça, c'est l'élément qu'on a sécurisé. Maintenant, je vous rassure, s'il y a des citoyens de Terrebonne à l'écran, notre usine, elle est protégée. On a mis 2 millions dedans pour, évidemment, pas arriver.
Malheureusement, en toute transparence, ce programme-là a été transféré du ministère au MAMACH avant qu'on arrive à la phase 2, parce que là, on s'en allait justement continuer cette étude-là d'impact. Donc, on a été obligé de recommencer toute la démarche de demande de subvention. Je vous ferai grâce à des détails. Donc là, on vient de passer l'étape préliminaire du PRAFI. On est en deuxième étape au PRAFI pour justement aller un peu plus loin. C'est l'Université de Laval, merci Marie-Josée, qui a très bien travaillé. D'ailleurs, ils ont des très bons experts. Je ne sais pas s'ils sont là, ils ont été A1, ils connaissent ça, je peux vous dire. Merci Et là, beaucoup. Ça nous rassure en tant que réseau risque que vous travaillez avec les universités. C'est très intéressant. Je vous salue. pour tout, mais je ne me souvenais plus de laquelle, mais je peux vous dire mon haut taux de satisfaction. Le deuxième élément qu'on veut travailler, c'est vraiment étudier comment, là, ce qu'on veut faire la prochaine étude. Donc, ce qu'on veut faire au niveau de la prochaine étude, c'est de regarder si on enlève le mur d'enrochement, est-ce qu'on va augmenter nos crues printanières? Où est-ce que l'eau va aller? Quel impact va être par une étude de mouvement de l'eau? On va travailler ça avec différents experts. On va aller en appel d'offres un peu plus loin. Pour compléter ma réponse sur la rivière, parce que je l'ai vu apparaître dans le chat, on a utilisé, dans le fond, on a rehaussé le niveau de nos équipements. On avait des pompes et des équipements électriques qui auraient été inondés. Donc, on les a rehaussés. Donc, on n'a pas travaillé avec un concept de digue, on a travaillé carrément sur notre équipement de la rivière, de l'usine de filtration, en rehaussant plusieurs équipements. Et je ferai grâce de d'autres détails qu'on a fait, que je ne suis pas l'expert de l'usine de filtration, là, mais il y avait une étude qui avait été faite aussi par une firme d'ingénierie, comment sécuriser nos équipements, qui a nécessité un investissement de 2 millions pour justement être plus résilient puis faire de la prévention plutôt que toujours de l'intervention. Parfait, merci beaucoup. On a ensuite la question de M. Robbins. Merci. Bonjour, mon nom c'est Rubens et je travaille pour la Direction santé publique de l'Ottawa. Donc, ma question s'adresse surtout, c'est par rapport à la dernière questionnement là, sur l'impact de ces fragiles sur la prise d'eau. Est-ce qu'il y a un plan d'intervention rapide dans le cas où la prise d'eau serait impactée? Maintenant, la prise d'eau n'est plus à risque au niveau du fragile. À partir de maintenant, là, depuis quelques mois, il n'y a plus aucun risque. Cependant, la ville de Terrebonne, un peu comme la ville de Longueuil, dispose des plans particuliers d'intervention, dont un très gros plan particulier d'intervention d'eau potable. Donc, la ville de Terrebonne a des procédures, a fait des essais, même des exercices de simulation de fermeture de la prise d'eau. On a d'ailleurs une entente encore. Nous, on travaille beaucoup avec des ententes, avec des partenaires. On croit beaucoup au partenariat. J'ai collaboré. Il y a eu des comités autant sur la rive nord, sur la rive sud. Donald a travaillé là-dessus aussi, où on a travaillé les risques des infrastructures d'alimentation en eau de l'archipel de Montréal, parce qu'on est très interreliés. Hein? S'il arrive quelque chose dans le fleuve qui vient impacter nos prises d'eau de la région de Montréal, bien, on va tout être impacté. Puis on se rappellera qu'il y a beaucoup de population dans la région de Montréal. Là. Rajouter Longueuil, Laval, Montréal, Terrebonne ensemble, qui ont un problème de prise d'eau, ça n'ira pas bien au Québec. Donc, nous, on a certaines ententes avec des fournisseurs de notre secteur pour fournir de l'eau potable. On travaille beaucoup sur notre prévention auprès des citoyens. Nous, on croit beaucoup encore à la résilience 72 heures. On la pousse beaucoup au niveau médiatique. On a parti il y a 3 ans une campagne qu'on appelle « Tous à vos trousses » pour justement augmenter la résilience collective. D'ailleurs, on a publié, si vous voulez aller voir sur notre site Internet, mes communications vont être contents que je fasse de la publicité sur notre site Internet. On a une politique municipale de sécurité civile qui a été rédigée il y a 2 ans, qui a comme ambition d'améliorer la résilience collective des citoyens, justement, pour faire face à une pénurie, exemple d'eau. Mais on a un bon plan particulier d'intervention qui nous permet de réagir promptement. On a d'ailleurs eu un petit incident dernièrement qui a menacé la fermeture d'eau. Donc, on a mis la cellule de crise en branle, puis ça s'est bien coordonné. On n'a pas eu à la fermer, hein, heureusement, mais on a des scénarios prêts en cas de contamination, de baisse de niveau d'eau, qu'on manquerait d'eau dans le réseau, mais aussi de réaction si on n'est plus capable de distribuer d'eau.
Fait qu'on a vraiment tout là, au niveau contamination, rupture de service, etc. C'est bien documenté et ça a été pratiqué sur le territoire de Terre. Super, merci beaucoup. On finit par la question de Donald, si on va faire la conclusion parce qu'on Il va y en faire une après, moi. Non, Merci. J'avais baissé la main vu qu'il était 13 heures. Rapidement, Sylvain, comme chez nous, là, les phénomènes qui sont encore plus là, intenses et fréquents vont nous impacter, ne serait-ce pour notre réseau. Mais de votre côté, là, étant donné que pour se prémunir du fragile, là, ça prend un couvert de glace en amont. Tu soulignais tantôt, les températures font en sorte que parfois les couverts de glace ne se forment pas, mais les températures froides peuvent arriver rapidement et créer des machines à fragiles, ce qu'on appelle là, dans les rivières. Est-ce que c'est anticipé ça chez vous là, en termes d'effets potentiels là, des changements climatiques? Oui, plus chaud, mais plus froid et créer davantage de fragiles. Bien, les extrêmes nous nuisent. Hein? Il y a une année, puis c'est un bon commentaire, Donald, une excellente question. Il y a une année que une tempête de neige combinée avec une température très froide a accéléré le blocage. C'est pour ça que nous, on anticipe et qu'on surveille énormément. Quand je disais qu'on travaille beaucoup avec notre partenaire d'Hydrométéo, c'était pas pour y faire une pub, mais c'était pour y dire aussi, on ne fait pas ça tout seul. Puis c'est pour ça qu'on anticipe beaucoup. On a nos experts, on a même un élément qu'on travaille avec Hydrométéo, des avions qui volent à l'occasion quand on va anticiper des problèmes de blocage. Fait que oui, on doit regarder les gros froids, mais des fois, les gros froids n'ont pas besoin d'être très longs. Ils peuvent être intenses et rapides. Après ça, se réchauffer, mais avec une grosse bordée de neige qui vient compliquer tout ça. Donc, ça peut nous faire certains types de blocages. D'ailleurs, le blocage de 2022 était un blocage particulier, rapide, dû à qui a été très différent de nos blocages. On a même eu des blocages à des endroits qu'on n'avait jamais eu en 2022. On a même été obligé de faire intervenir l'amphibie à un endroit qu'on n'avait jamais fait intervenir. Fait que je le dis toujours au retour des fêtes, on ne sait pas quel type de fragile nous attend, quel type de risque. Notre rivière des Mille-Îles, on la connaît mieux, mais ses comportements changent beaucoup en cause des changements climatiques parce qu'on pogne du up and down spectaculaire. Cette année, pour nous, ça a été un hiver facile. Super, merci beaucoup. Merci à toutes et à tous. Est-ce qu'il y a une dernière question? Sinon, on va clôturer. S'il vous plaît, je veux remercier M. Jean-Bernard Guindan, qui est aussi à l'origine de l'Association de sécurité civile, qui était parmi nos invités aujourd'hui. Je souhaite le féliciter d'avoir pris le temps, le remercier d'avoir pris le temps d'être parmi nous. Je souhaite aussi saluer tous mes collègues de l'Association de la sécurité civile du Québec qui étaient ici présents. J'ai vu plusieurs noms défiler. Merci beaucoup de votre présence. Je vous remercie des domaines de la recherche scientifique, des domaines de la sécurité civile, municipale, du gouvernement, le secteur de la santé. Nous étions très honorés de vous voir parmi nous. Le réseau Inondation intersectorielle du Québec reste toujours vraiment à votre service pour vous informer des meilleures informations au sujet des inondations. Au final, je souhaite aussi remercier ma collègue, encore une fois, Valérie, qui, elle est la chef d'orchestre de ces webinaires-là. On vous retrouve le 31 mars pour un prochain webinaire. On vous salue toutes et tous. Je vous souhaite une excellente fin de semaine et à bientôt. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir.